Dans l'Idaho, cet été, une mère a aperçu sa fille faire une petite promenade avec le chien de la famille. Elle ignorait que ce serait la dernière fois qu'elle les verrait. Chaque semaine qui passait, l'affaire se terminait. Les recherches policières restaient vaines, et les bénévoles ne trouvaient aucun indice. Puis, 1 an plus tard, un tireur utilisant l'imagerie thermique pour suivre les wapitis prend une photo avec son drone. Cela déclencha une série d'événements qui allaient révéler un cauchemar inimaginable. Le son aigu de la sonnette transperça le silence du petit matin comme une lame de rasoir. Elle se dirigea vers la porte d'entrée à pas feutrés, sa robe se resserrant sur elle. Le parquet était froid sous ses pieds nus. L'inspecteur Marcus Holbrook se tenait sur son porche, et elle pouvait voir son souffle dans l'air frais de l'Idaho par le Juda. Son cœur s'est serré. Depuis la disparition d'Adrienne, 1 an plus tôt, chaque visite surprise de la police annonçait ce qui pourrait être la fin. Elle ouvrit la porte et dit « Inspecteur Holbrook ». Sa voix tremblait, mais elle ne pouvait s'empêcher de trembler. « Avez-vous trouvé Madame Ewing? Puis-je entrer? J'ai des nouvelles de l'affaire de votre fille. » Elle se leva et le conduisit au salon, où la photo d'Adrienne datant de sa première année de lycée était toujours exposée. L'inspecteur s'assit en face d'elle dans un fauteuil, mais son visage était impassible. Lorsque l'inspecteur Holbrook sortit sa tablette, il dit « Tôt ce matin, nous avons reçu un appel d'un chasseur nommé Dale Morrison. Dans la forêt nationale de Cœur d'Allen, il utilisait un drone thermique pour étudier les déplacements des wapitis lorsqu'il détecta une étrange signature thermique. Elle tenait ses mains jointes sur ses genoux. Quel genre de signature thermique? M. Morrison a d'abord pensé à un renard. Les images de chaleur montraient un animal de taille moyenne au milieu des buissons, attaché à un arbre. Le détective a tourné la tablette vers elle et lui a montré une vidéo thermique granuleuse tout en rapprochant le drone pour mieux voir. Il était clair que le corps était celui d'un chien, plus précisément d'un golden retriever. Le monde trembla. Elle agrippa l'accoudoir du canapé. « Mon pote, on le pense !» Le chasseur nous a immédiatement appelés et nous avons envoyé une équipe à l'aide. D'une manière ou d'une autre, Madame Ewing, le chien de votre fille, est encore en vie, après 1 an. C'est impossible, marmonna Marissa. Comment a-t-il pu survivre aussi longtemps? Où est Adrienne? Est-ce qu'elle... L'inspecteur Holbrook a rapidement dit « Nous envoyons des équipes de recherche immédiatement. Toutes les unités disponibles sont dépêchées sur place. Mais je dois vous informer que le chien a déjà été retrouvé. » Marissa était déjà debout, l'esprit en ébullition. Soigné, il est à la clinique vétérinaire d'urgence du nord de l'Idaho, sur la route 95. Il est vivant, Madame Ewing, et d'après ce que les secours ont dit, il a été pris en charge. Qu'entendez-vous par soigné? Je crois que vous devriez vérifier par vous-même. Au bout de 20 minutes, ils arrivèrent sur le parking de la clinique vétérinaire. Marissa attendit à peine que l'inspecteur se gare avant de sauter de la voiture et de franchir les portes vitrées. La réceptionniste, voyant son air pressé, les reconduisit aussitôt dans une salle d'examen. Le docteur Sarah Chen, une femme d'une 40aine d'années, au regard bienveillant et aux lunettes à monture métallique, était penchée sur un golden retriever posé sur la table d'examen. Marissa savait que C était Buddy, même de dos. Même après 1 an. Son pelage était emmêlé par endroits, et son corps était plus maigre, mais C était bien lui. « Madame Ewing », dit doucement le docteur Chen en S, écartant. « On le drogue pour le calmer pendant qu'on l'examine. » Marissa tendit la main pour toucher les cheveux de Buddy et sentit qu'il était réel, chaud, respirant et vivant. « Comment ?» demanda-t-elle. Elle a pu demander. Le visage du docteur Chen était confus. À cause du stress et des circonstances, Buddy était visiblement nourri régulièrement depuis 1 an. C'est ce qui est si étonnant dans ce cas. Nous avons trouvé de la nouvelle nourriture en lui lavant l'estomac. On dirait de la nourriture sèche pour chien, donc elle a probablement été mangée au cours des 12 dernières heures. Son état de santé général est cependant plutôt bon. On prenait vraiment soin de lui, dit doucement l'inspecteur Holbrook. Quelqu'un le maintenait en vie. La question est de savoir qui et pourquoi. Les doigts de Marissa trouvèrent les brûlures de cordes autour du cou de Buddy, fraîches et à vif. Ces cicatrices? Oui,
celle d'use à l'attache à l'arbre. Vous voyez ça? C'est le collier de Buddy, dit le docteur Chen. Ce n'est pas le collier qu'il portait quand il a disparu, si? Marissa fixa le collier bleu, simple et sans étiquette. Son numéro? Ces étiquettes étaient fixées à un collier en cuir rouge, autour de son cou. Son nom, notre adresse et mon numéro de portable, c'est différent, ai-je dit. Quelqu'un l'a modifié, a dit l'inspecteur Holbrook en prenant des notes. Quelqu'un qui ne voulait pas qu'il soit retrouvé et identifié trop tôt. Mais pourquoi le laisser en vie? Quoi? Demanda Marissa, la voix brisée. Si quelqu'un a volé Adrian, pourquoi nourrir son chien pendant 1 an? Pourquoi l'attacher là où on pourrait le retrouver? L'inspecteur resta bouche bée. C'est à cela que nous allons répondre. Des équipes de recherche se forment déjà autour de l'endroit où Buddy a été retrouvé. Le docteur Chen tapota doucement la tête de Buddy et dit « Il a traversé beaucoup d'épreuves, mais c'est un battant. Si Adrian est là, s'il y a le moindre signe d'elle, nous le trouverons. Il faut le surveiller pendant au moins 24 heures et faire d'autres examens, mais physiquement, il ira mieux. » Marissa hocha la tête, hébétée, sans pouvoir détacher son regard du chien qui avait toujours été l'ami de sa fille. Ami était le cadeau d'anniversaire d'Adrian pour ses 16 ans, il y a seulement 2 ans. Ils étaient restés ensemble depuis, se promenant tous les samedis matins ensemble, jusqu'à ce matin de juillet où aucun d'eux ne rentra. Madame l'inspectrice Holbrook dit d'une voix douce « Ewing, c'est la meilleure piste que nous ayons eue jusqu'à présent. Quelqu'un a gardé ce chien en vie pour une raison, pensa Marissa. Quelqu'un sait ce qui est arrivé à Adrian. Debout dans cette salle d'examen propre, regardant la poitrine de Buddy se soulever et s'abaisser à chaque respiration sous sédatif, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. L'espoir, un espoir terrible et fragile que quelqu'un ait gardé sa fille en vie, tout comme son chien. Marissa rentra du cabinet vétérinaire juste au moment où le téléphone sonna. Elle était assise avec Buddy depuis 1 heure, l'observant somnolent et essayant de comprendre ce qui s'était passé le matin. Le nom de la directrice Janet Morrison s'afficha sur l'écran d'affichage. Marissa, je viens d'apprendre la nouvelle par la police, dit le proviseur Morrison, la voix tendue par le stress. Il s'agit de retrouver le chien d'Adrian. Tout le monde au lycée de Lakeland veut aider. Nous constituons des équipes de recherche bénévoles pour parcourir la zone forestière où le chien a été retrouvé. Nous voulons retrouver toute trace d'Adrian. Janet, La voix de Marissa se tut. Merci. Un groupe d'enseignants est déjà en route pour chez toi pour planifier. On ne perdra pas de temps, dirent-ils. Adrian est à nous, et on va la ramener à la maison. En 30 minutes, la paisible maison de banlieue de Marissa S. était transformée en poste de commandement. Des voitures bordèrent la rue, tandis que les enseignants, le personnel et les parents bénévoles arrivaient avec des plans, des trousses de premiers secours et des talkies-walkies. Le comptoir de sa cuisine était équipé d'un coin café et Jim Rodriguez, l'entraîneur principal de football américain de son école et également responsable des recherches, se tenait en bout de table, un pointeur laser à la main. « Ok, tout le monde, soyez attentifs. » Il a pointé un X rouge sur la carte et a dit « On va se diviser en 6 équipes. Chaque équipe recevra une section de grille partant de l'endroit où Buddy a été trouvé. » Marissa vit le professeur de biologie d'Adrian, M. Tobias Chandler, se tenant légèrement à l'écart des autres et étudiant les cartes avec une attention intense. Il dit « C'est à environ 24 kilomètres au nord-est de la ville, près de Bunko Road. C'est un terrain accidenté, les amis. » Les autres enseignants portèrent des vêtements décontractés, adaptés à la randonnée, mais M. Chandler portait un équipement technique flambant neuf, comme un t-shirt anti-humidité, un pantalon convertible et des chaussures de randonnée haut de gamme. Il s'est approché de Madame Ewing et lui a dit « Je veux que vous sachiez à quel point cela a affecté tout le monde à l'école. Merci, M. Chandler. Adrien est une excellente élève. Elle a toujours aimé votre cours, dit-il.
Ses yeux brillaient d'une certaine fierté. Elle travaille vraiment dur pour ses cours de biologie. Je me souviens qu'elle est restée après les cours l'année dernière et qu'elle s'est renseignée sur les prérequis pour les écoles de médecine. Elle voulait toujours te rendre fière, a dit Marissa, les yeux écarquillés de surprise. Elle t'a parlé de la médecine? Oh, oui, elle le faisait, assez souvent. Elle était particulièrement inquiète d'intégrer le programme de l'université de Washington. Elle disait que EC était l'université de ses rêves, mais qu'elle craignait que ses notes ne soient pas assez bonnes pour y être admise. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, vu son assiduité et son intelligence naturelle. Il marqua une pause, son visage devenant plus concentré. Elle a dit qu'elle se sentait obligée de bien faire, surtout après les récents changements dans sa famille. Évocation de son divorce a quelque peu crispé Marissa. Elle ne se souvenait pas qu'Adrian ait été aussi ouvert avec ses professeurs sur des sujets personnels. J'aimerais me porter volontaire pour diriger l'équipe de recherche C ou, a déclaré M. Chandler a dit à tout le monde dans la salle, « Je sors un GPS portable de mon sac à dos. Je prendrai le quadrant Est. » J'ai passé la nuit à étudier en détail les procédures de recherche et de sauvetage. Et j'ai emporté des fusées éclairantes, des couvertures de survie et des comprimés de purification d'eau. L'entraîneur Rodriguez avait l'air ravi. C'est beaucoup de planification, Tobias. Nous apprécions l'initiative. M. Chandler a présenté une carte topographique détaillée qu'il avait apparemment réalisée lui-même. La carte montrait les altitudes et les balises des sentiers en couleur vive. La partie comporte de nombreux ravins et beaucoup de buissons. Pour se déplacer en toute sécurité, il faut savoir marcher. « Où voulez-vous que j'aille » demanda Marissa en s'approchant de la table. Monsieur Chandler leva rapidement les yeux. « Oh, Madame Ewing, je pense que vous devriez rejoindre l'équipe A qui part vers le nord. Ce terrain est plus facile à parcourir et la plupart des sentiers sont déjà là. La route de l'Est que je vais emprunter est assez difficile. Elle comporte des collines abruptes et des rochers instables. On ne voudrait pas que tu te blesses alors qu'Adrian a besoin de toi. » Marissa marqua une pause, tandis qu'il, éloignait de sa zone de recherche. Mais l'entraîneur Rodriguez hochait déjà la tête en signe d'approbation. « C'est vrai, équipe A, s'occupera de la partie nord. C'est là que se trouvent les anciens chemins forestiers. » Ont-ils expliqué. Un terrain plus facile. Alors que les équipes se préparaient à partir, Marissa a observé M. Chandler organisait son équipe avec brio, distribuant du matériel et donnant ce qui ressemblait à un exposé sur la sécurité. Il semblait étonnamment préparé à cette situation, comme s'il l'avait planifiée. « Nous la retrouverons, Madame Ewing », lui dit-il en passant devant lui, posant brièvement la main sur son épaule. « Je vous le promets, nous fouillerons chaque recoin de cette forêt. » Adrian mérite de rentrer chez lui. Avant le départ des équipes de recherche, il y a eu une pause, pendant que les bénévoles rassemblaient leur matériel et finalisaient les préparatifs de transport. Marissa était à la table de la cuisine avec M. Chandler et quelques autres enseignants revoyant une dernière fois la grille de recherche. Le professeur de sciences S était assis à côté d'elle et indiquait différents endroits sur sa carte détaillée. « Vous savez, Madame Ewing, » dit M. Chandler d'une voix plus amicale. J'ai repensé à toutes les fois où j'ai parlé à Adrian l'année dernière. Elle nous a peut-être indiqué des endroits qui pourraient nous aider à affiner nos recherches. Quel genre de conversation? Merci pour toutes les pistes possibles, demanda Marissa. Eh bien, elle parlait souvent de ses objectifs universitaires pendant nos séances. Était très important pour elle d'intégrer une bonne école de médecine. Il s'est adossé à son fauteuil, l'air pensif. Elle m'a dit sans détour qu'elle avait peur de te décevoir, surtout depuis que ton mari était parti il y a 3 ans. Pour compenser tous ses efforts, elle se sentait obligée d'être parfaite. Marissa prit une grande inspiration. Certes, le divorce était prononcé depuis 3 ans, mais Adrian était resté si calme. Elle n'avait jamais dit directement à Marissa ce qu'elle ressentait. Elle te l'a dit? Oh oui, on a beaucoup parlé. Son besoin d'être parfaite la touchait vraiment. Maman a traversé tellement d'épreuves, je ne peux pas la laisser tomber, et si je n'étais pas assez intelligente pour faire médecine? Elle se mettait beaucoup de pression.
Madame Patterson, la prof d'anglais, se déplaçait maladroitement sur son siège. Je ne savais pas qu'Adrian avait autant de difficultés. Elle avait toujours l'air si sûre d'elle en classe. M. Chandler a déclaré « Elle s'est confiée lors de nos séances de tutorat. Les séances individuelles ont tendance à mettre les élèves plus à l'aise lorsqu'ils peuvent parler de leurs inquiétudes. » Marissa lui a brièvement touché le bras et a dit « Je suis tellement reconnaissante pour ces séances de tutorat. Ses notes en biologie sont passées de 0 à 10, ce qui est incroyable. Ces séances du lundi et du mercredi ont vraiment fait la différence. » Le visage de M. Chandler s'est illuminé un instant avant de sourire. En fait, on se voyait tous les mardis et jeudis. Je m'en souviens précisément parce que C était mes jours de tutorat. Marissa avait l'air triste. Non, je suis sûr que C était les lundis et mercredis. C était mes gardes de nuit à l'hôpital. Je m'en souviens parce que je lui laissais son dîner au réfrigérateur ces soirs-là. La mémoire peut être défaillante quand on est stressé, a déclaré M. Chandler. Mais je suis sûr que C était tous les mardis et jeudis. En fait, Adrian préférait étudier en salle de préparation scientifique plutôt qu'à la bibliothèque, car C était plus calme et plus intime, ce qui favorisait un apprentissage concentré. La salle de préparation, elle est généralement interdite aux élèves, a demandé l'entraîneur Rodriguez. J était patient avec les élèves assidus comme Adrian. Elle m'aidait à ranger les fournitures pendant que nous révisions le matériel. L'apprentissage kinesthésique, vous savez, ça l'aidait à mieux se souvenir des choses. La voix de M. Chandler était presque nostalgique. Elle a obtenu beaucoup de points supplémentaires en restant après l'école pour aider à préparer les expériences en laboratoire. Quelle travailleuse! Marissa ressentait un étrange malaise. À la façon dont il évoquait ses conversations privées, sachant tant de choses sur les pensées de sa fille, il semblait anormal qu'un professeur sache cela sur un élève. Elle demanda prudemment à quelle fréquence ces séances de préparation avaient-elles lieu. La réponse fut assez souvent. Elle restait parfois jusqu'à 17 ou 18 heures, surtout quand on révisait pour des examens importants. Elle était déterminée à garder une moyenne de A. Il sourit. Mais Marissa sentit quelque chose dans son regard qui lui donna la chair de poule. Je lui ai dit qu'elle pouvait accomplir tout ce qu'elle voulait avec mon aide et son intelligence naturelle. Soudain, le téléphone de M. Chandler vibra, accompagné d'un SMS, car il était posé face visible sur la table. Marissa aperçut la notification d'aperçu avant qu'il ne puisse la saisir. Suis le plan. Il retourna rapidement le téléphone, ses mouvements un peu trop rapides et tendus. Probablement d'autres professeurs qui veulent savoir ce qu'il en est de la recherche, dit-il, mais sa voix S était un peu élevée. Tu ne vas pas répondre? Quoi? Demanda Madame Patterson. Cela pourrait être important pour coordonner les recherches. Non, non, je suis sûr que ce n'est pas important pour le moment. On devrait se remettre au travail, dit-elle. Il regarda à nouveau la carte. Mais Marissa remarqua que ses mains manquaient de stabilité lorsqu'il désignait différentes zones. Marissa se sentait de plus en plus mal à l'aise en pensant aux informations personnelles qu'il connaissait, à la confusion autour du programme de soutien scolaire, aux séances privées dans les zones interdites et maintenant à cet étrange SMS. Pris séparément, ils ne signifiaient peut-être rien, mais ensemble, ils dessinaient un tableau qui la mettait très mal à l'aise. M. Chandler, demanda-t-elle lentement. Adrian a-t-il déjà dit où elle aimait particulièrement faire de la randonnée en forêt, des sentiers qu'elle appréciait particulièrement? Ses yeux croisèrent les siens, et elle vit quelque chose scintiller dans ses yeux pendant une fraction de seconde. La peur? Non, elle n'aimait pas beaucoup les activités de plein air, elle aimait plus lire que les chaussures de randonnée. C'est pourquoi sa disparition est si étrange. Et elle ne se perdait pas habituellement. Mais Marissa savait que ce N n'était pas vrai. Adrian aimait la randonnée et faisait partie de L, équipe de randonnée en première, soit M. Chandler ne connaissait pas sa fille aussi bien qu'il le prétendait, soit il mentait volontairement. Aucun de ses choix ne la rendait heureuse. Le bruit dans son allée s'intensifiait tandis que les équipes de recherche chargèrent le matériel dans les voitures. Depuis la fenêtre de son salon, Marissa pouvait voir M. Chandler dirigeait son équipe
avec un manque de pratique, distribuant des talkies-walkies et vérifiant les sacs à dos. Quelque chose dans la conversation à la table de la cuisine la dérangeait. Sa façon d'évoquer les pensées profondes de sa fille la mettait mal à l'aise. Incapable de dissiper son malaise grandissant, Marissa se cacha de la foule et monta l'escalier jusqu'à la chambre d'Adriane. Elle l'avait presque laissé tranquille depuis la disparition de sa fille, un véritable sanctuaire pour elle. Le lit était encore fait avec la couette violette qu'Adriane avait choisie pour ses 16 ans. Son bureau était exactement là où elle l'avait laissé ce matin de juillet. L'ordinateur portable fermé, le pot à crayon plein et les manuels soigneusement empilés sur l'étagère du dessus. Marissa ouvrit le tiroir où Adriane rangeait son agenda scolaire. Sa fille avait toujours été très douée pour planifier, un trait qu'elle tenait de son père. L'agenda était un épais cahier à spirale, avec des aperçus mensuels et hebdomadaires. Adriane avait soigneusement écrit avec des stylos de différentes couleurs sur toutes les pages. Marissa retourna à l'année scolaire précédente et trouva septembre. Elle chercha ensuite une mention de cours de soutien scolaire. À l'encre bleue, il était écrit « Aide scientifique M.C. 330, salle 214. » Il était là la 2e semaine de septembre, mais c'est arrivé un lundi, pas un mardi ou un jeudi comme M. Chandler l'avait dit. Elle continua sa lecture, les doigts tremblants. Une autre note 2 semaines plus tard, le même lundi. Puis, un rendez-vous un mercredi début octobre avec un mot. Pas de rendez-vous, M.C. a un rendez-vous, reporté au vendredi. Le schéma qui en ressortait ne ressemblait en rien à la routine habituelle du mardi au jeudi qu'il avait décrite. Les séances étaient étalées et imprévisibles, et il demandait souvent qu'elles soient reportées. Marissa a trouvé les bulletins d'Adriana dans les poches de l'agenda. En septembre, elle a eu un excellent B en biologie. En octobre, lorsque l'agenda a annoncé que ses séances extrascolaires seraient plus fréquentes, la note était passée d'un A à un A+. En novembre, tout le monde avait obtenu des notes parfaites. Elle a repris les pages hebdomadaires d'octobre et les a lues plus attentivement cette fois-ci. Adrienne avait écrit de petites notes dans les marges au stylo violet, sa couleur préférée pour écrire ses pensées. 15 octobre, a écrit M. C me dit que je suis unique et pas comme les autres enfants. 22 octobre, j'ai eu mon A aujourd'hui. Le mot « mérité » donnait la nausée à Marissa. Que signifiait-il? Au fil du mois de novembre, elle découvrit des entrées plus troublantes. Par exemple, certaines pauses déjeuner étaient indiquées par salle de préparation scientifique, rangement des fournitures, mais les horaires n'avaient aucun sens. Au lycée de Lakeland, le déjeuner ne durait que 30 minutes. Une autre entrée indiquait 12h, 12h50 avec la mention « En retard pour le cours d'anglais, mais M.C. m'a donné une permission ». Le 18 novembre, et l'écriture soignée d'Adrienne lui avait glacé le sang. M.C. m'a donné le bracelet rose parce que j'ai eu de très bons résultats à l'école aujourd'hui. C'est tellement joli. Il a dit à maman de ne pas le montrer aux autres enfants, car il serait jaloux et pourrait dire des méchancetés. C était notre secret. Était-ce un bracelet? Elle n'avait jamais vu de bracelet rose auparavant. En feuilletant rapidement les pages, elle est tombée sur des allusions à des cadeaux et des avantages qui lui semblaient incongrus. 3 décembre. Pendant le déjeuner, M. C m'a laissé utiliser son ordinateur portable pour faire des recherches. Il me fait très confiance. 10 décembre. Nous avons trouvé notre endroit secret pour étudier aujourd'hui. M. C dit que c'est réservé à ses élèves spéciaux. Jess, la meilleure amie d'Adrienne, lui avait tout raconté, ou du moins Marissa le pensait. L'entrée du 15 décembre était plus longue et occupait toute la partie notes de cette journée. M.C. nous a expliqué pourquoi notre soutien scolaire était différent de celui des autres enfants. Il a déclaré « J'ai un potentiel qui nécessite une attention particulière, loin des autres élèves. Le coin d'études secret est génial, personne ne vous dérangera et les enfants ne vous regarderont pas par jalousie. Il lui sera facile d'intégrer l'UW en terminale, dit-il. J'aurai une longueur d'avance sur tout le monde. Ma mère va être si fière. Il faut juste que nos méthodes restent privées.
M. C dit que les gens ne comprendraient pas à quel point notre lien est spécial. Marissa a lâché et s'est effondrée sur le lit d'Adrienne, son agenda tremblant à la main. Les mots, l'intimité, les cadeaux et les rencontres en tête-à-tête lui ont donné une image de toilettage qui l'a rendue malade. Comment avait-elle pu manquer ça? Comment elle, école, avait-elle pu manquer ça? De la fenêtre, elle entendait les équipes de recherche se préparer à partir, tandis qu'elle claquait les portières de leur voiture. On entendait la voix de M. Chandler depuis l'allée. D'une voix ferme et assurée, il donnait à son équipe des instructions de dernière minute. C était la même voix qui avait dit à sa fille qu'elle était spéciale et qui avait utilisé cadeaux et promesses pour la convaincre d'assister à des réunions secrètes. Marissa avait l'esprit occupé. Devait-elle appeler Holbrook l'inspecteur? Et si elle avait tort, était-elle simplement une mère inquiète qui prenait trop de choses en compte alors qu'un professeur et un élève discutaient simplement? Les messages étaient effrayants, mais pas directement illégaux. Que signifiait l'absence d'Adrienne si elle avait raison et que M. Chandler l'avait préparée? Le bruit des moteurs qui démarraient en contrebas la poussa à faire un choix immédiat. Les équipes de recherche, dont celle de M. Chandler, s'apprêtaient à partir pour le quadrant Est, l'endroit qu'il lui avait recommandé d'éviter. Elle se décida rapidement et glissa l'agenda dans sa veste. Tandis que les équipes de recherche montaient dans leur véhicule, les bénévoles vérifiaient leur équipement et s'assuraient que les fréquences radio étaient correctes. Elle vit, équipe A, se rassembler près du SUV de l'entraîneur Rodriguez, mais elle garda les yeux fixés sur M. Chandler qui se dirigeait vers sa Honda Accord argentée. Madame Patterson, de équipe A, appela Madame Ewing et lui dit « On est presque prêts à partir ». Marissa répondit « J'arrive tout de suite ». Mais elle fit demi-tour et se dirigea vers sa voiture. « Il me faut juste quelque chose dans ma voiture ». Elle monta dans sa Toyota Camry et démarra. Dans son rétroviseur, elle vit la Honda de M. Chandler sortir de son allée. Le plan était que l'équipe C se dirige vers le nord-est à travers les buissons et retrouve Buddy sur Bunko Road. Mais alors que Marissa traversait prudemment la rue, elle vit M. Chandler tourner à gauche sur l'autoroute 95, qui allait en sens inverse. Elle serra plus fort le volant. Où allait-il? Elle garda au moins 2 voitures entre eux, autant que possible tout en le suivant. Il n'y avait pas trop de monde dimanche après-midi. Elle pouvait donc garder un œil sur sa Honda argentée sans trop s'approcher. Après avoir parcouru environ 5 kilomètres sur l'autoroute 95 M, Chandler s'arrêta à une station-service à l'improviste. En passant devant, Marissa sentit son cœur battre la chamade, mais elle n'osa pas s'arrêter. Elle le vit sortir de sa voiture et regarder autour du parking dans son rétroviseur. Il se tenait droit et alerte. Elle gara sa voiture devant un McDonald's à 400 mètres, observa la route et attendit. 5 minutes plus tard, sa Honda réapparut, roulant vers le sud. Elle laissa passer 3 voitures entre elles cette fois, avant de reprendre l'autoroute. Après avoir roulé encore 3 kilomètres, M. Chandler s'arrêta de nouveau, cette fois devant un étal de fruits sur le bord de la route qui semblait vide. Il y resta 1 minute sans descendre. Marissa s'arrêta sur le bord de la route, en partie cachée par un bosquet de pins, et l'observa avec ses jumelles. Elle les avait achetées pour l'intérêt passager d'Adrienne, pour l'observation des oiseaux. M. Chandler ne cessait de regarder dans ses rétroviseurs et de tourner la tête. Il souhaitait trouver quelqu'un. « Tu veux la retrouver ?» Il reprit l'autoroute au bout d'1 minute. Marissa continua de le suivre, même si elle avait la bouche sèche. Il s'engagea vers l'ouest sur Rimrock Road, une route sinueuse à 2 voies qui menait à des quartiers plus anciens en périphérie de la ville. Elle connaissait cet endroit. Il y avait encore beaucoup de maisons d'origine, notamment des maisons artisanales du début des années 1900, disséminées dans des quartiers plus jeunes. Maintenant qu'il y avait moins de circulation, elle devait reculer encore davantage, car sa voiture se démarquait davantage. La Honda disparaissait dans les virages et reprenait la route en ligne droite, l'emmenant plus loin dans la campagne. Elle vit son clignotant s'allumer lorsqu'il s'engagea dans une allée de gravier après environ 6 kilomètres. Marissa
passa devant sans s'arrêter et aperçut une vieille maison d'artisans en retrait de la route, en partie cachée par des rhododendrons trop grands pour leur espace. Elle parcourut encore 400 mètres jusqu'à trouver un endroit où faire demi-tour. Elle se gara ensuite sur le bas-côté et gara sa voiture derrière un bosquet de sapins de Douglas. Dehors, son téléphone avait encore un bon réseau. Elle chercha l'adresse du 4847 Rimrock Road, qu'elle avait vue sur la boîte aux lettres, les mains tremblantes. Le site web de l'évaluateur du comté a mis du temps à se charger, mais les informations sur la propriété sont finalement apparues. Il s'agit du propriétaire du terrain d'Eleanor Chandler. Date de décès, novembre 2019. Tobias Chandler est le bénéficiaire. Son cœur battait à tout rompre. Elle affina ses recherches et trouva l'avis de décès d'Eleanor Chandler. C. était une ancienne institutrice dont le mari, William, est décédé avant elle. Son petit-fils, Tobias, est toujours en vie. La famille Chandler possédait le terrain depuis 1947. J'ai trouvé d'autres informations troublantes sur Zillow lors d'une recherche rapide. La maison a été mise en location en mars 2020. Quelques mois seulement après le décès d'Eleanor. Cette charmante maison artisanale de 3 chambres, située sur un terrain de 2 hectares, est idéale pour ceux qui recherchent la campagne et la détente. Elle était encore en vente, mais le 15 juin 2023, elle a été temporairement retirée du marché. Elle fit le calcul rapidement. Adrian n'avait plus été vu ni entendu depuis le 8 juillet 2023, moins d'1 mois après que M. Chandler eut retiré la maison de sa grand-mère du marché locatif. Elle y retourna à pied, en restant à la lisière des arbres. De là où elle se cachait, elle avait une meilleure vue sur la maison. Le jardin était tondu, et la peinture semblait avoir été repeinte récemment. Mais il y avait beaucoup de journaux sur la porte d'entrée. De là, elle les voyait, un petit tas qui semblait suffisant pour une semaine. On aurait dit que quelqu'un s'occupait du terrain, mais n'y vivait pas à temps plein. Elle remarqua des traces de pneus neufs sur le chemin de gravier. Ce N était pas seulement la Honda de M. Chandler, garée à côté du garage pour 2 voitures. À l'arrière de la maison se trouvait un autre escalier, un peu plus ancien celui-ci, mais encore relativement récent. Malgré la présence de M. Chandler, la maison paraissait vide. Malgré le ciel nuageux, il n'y avait aucune lumière allumée et aucun mouvement aux fenêtres. Mais il entra avec assurance, comme il venait souvent ici, muni d'une clé. Où pouvait-il bien être à cet instant précis? Elle menait une équipe de recherche à travers la partie est de la forêt à la recherche de traces de sa fille. Hélène n'était pas là. Il était ici, dans une maison qu'il avait retirée du marché 3 semaines avant la disparition d'Adrienne. Marissa était recroquevillée derrière un bosquet de myrtilles. Le numéro de l'inspecteur Holbrook s'affichait sur l'écran de son téléphone. Son pouce était sur le bouton d'appel. Que dirait-elle? Qu'elle avait suivi un professeur jusqu'à la maison de sa grand-mère, au lieu de participer aux recherches. Que certaines notes dans son agenda et le fait qu'il ait pris la mauvaise direction lui faisaient penser que quelque chose clochait. Elle imaginait ce que dirait l'inspecteur. Qu'avez-vous vu d'anormal? Avez-vous la preuve d'un crime? Qu'avait-elle vraiment? Il était professeur dans une maison qui lui appartenait vraiment. Des notes de journal intime réfléchies, mais imprécises. Son intuition lui donnait de mauvaises ondes. Numéro. Après en avoir reçu davantage, elle a appelé ce numéro. Si elle avait tort, si tout cela était qu'un délire paranoïaque causé par le chagrin et le choc de retrouver Buddy vivant au petit matin, non seulement elle aurait mauvaise presse, mais les recherches pourraient même ne pas démarrer. Et si elle était sûre d'avoir raison, elle ne pouvait pas le dire à M. Chandler, car il risquait de blesser Adrian. Marissa sortit de sa cachette et se dirigea vers sa voiture. Pour mieux voir, elle redescendit Rimrock Road. À environ 400 mètres de la propriété des Chandler, elle aperçut une grange vide dont la peinture rouge écaillait et dont le toit était en partie effondré. Derrière elle se trouvait un chemin de terre accidenté, magnifique. Elle a caché sa Camry de la route en la garant derrière la grange et a commencé à retourner à la maison. Il y avait beaucoup de verdure ici, avec des sapins de Douglas et des cèdres formant un écran naturel. Elle avançait lentement,
et prudemment, évitant les brindilles sèches. Le sol humide et moelleux de la forêt lui faisait du bien, après la pluie récente. À travers les bois, on apercevait l'arrière de la maison des Chandler. De ce point de vue, elle distinguait des éléments qu'elle n'avait pas vus de face. Le terrain étant en pente, on pouvait mieux voir le rez-de-chaussée de la maison. La plupart des fenêtres du sous-sol avaient été remplacées par de épais blocs de verre foncé qui laissaient entrer la lumière, mais empêchaient de voir ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Était une modification inhabituelle pour une maison de location. Une petite fenêtre, une fenêtre d'aération, était encore ouverte. Elle mesurait environ 20 cm de haut et 60 cm de large et était encore vitrée. À l'intérieur, on aurait dit des rideaux. Elle aperçut de nouvelles plaques de béton autour de la base qui attirèrent son attention. Quelqu'un avait récemment travaillé ici, peut-être pour combler des trous ou renforcer la base. On aurait dit que le béton n'avait que quelques mois, car il était encore plus clair que les fondations. Marissa s'approcha en rampant, se cachant derrière les rhododendrons qui devenaient trop grands. Elle était sûre que les gens dans la maison entendaient son cœur battre si fort. Elle dut s'accroupir pour atteindre la fenêtre d'aération, car elle n'était qu'à une trentaine de centimètres du sol. Les rideaux ne se rejoignaient pas complètement, laissant un léger espace. La lumière de l'après-midi lui faisait mal aux yeux, alors elle pressa son visage contre la vitre et les couvrit de ses mains. Elle sentit son sang se glacer en voyant ce qu'elle vit. Au fond, un tableau blanc était écrit, un bureau avec des manuels soigneusement empilés, et le sac à dos violet d'Adriane, celui avec la petite déchirure sur la poche avant qu'elle avait réparé avec un smiley thermocollant, était accroché au dossier de la chaise. Elle l'avait emporté lors de sa dernière promenade matinale, car elle comptait s'arrêter à la bibliothèque ensuite. Marissa avait les larmes aux yeux, mais elle se força à se concentrer et à noter tout ce qu'elle voyait. Il était clair que les livres provenaient du lycée de Lakeland. Le livre de biologie avancée qu'elle connaissait était le même qu'Adriane utilisait. Il y avait des notes sur le tableau blanc concernant la respiration cellulaire. L'écriture était clairement celle de M. Chandler, c'était exactement la même qu'elle avait vue sur le devoir rendu par Adriane. La pièce semblait avoir été utilisée. Dans un coin, il y avait un petit réfrigérateur avec un micro-ondes dessus. Il y avait aussi un lit étroit contre le mur de pierre, ce qui indiquait que la pièce devait être une cave à légumes. Le tuyau en PVC qui courait le long du toit indiquait que la porte donnait sur une salle de bain. Lorsqu'elle aperçut du mouvement dans son champ de vision périphérique, elle s'immobilisa. Chandler descendit ce qui semblait être des marches hors de son champ de vision, un plateau à la main. Elle aperçut les plats préférés d'Adriane, des sandwichs, du lait et des morceaux de pommes. Il s'éloigna d'elle et se dirigea vers l'espace sous l'escalier où elle ne pouvait pas le voir, mais elle entendait encore sa voix, bien que étouffée par la vitre. « J'ai apporté à manger de la Turquie et de la Suisse. » « Lequel ?» Une jeune femme répondit, mais la voix était trop faible pour qu'on puisse la comprendre. Il poursuivit, « Ta mère n'a toujours pas compris. » Sa voix prit le même ton réservé qu'elle avait entendu à sa table de cuisine. « Mais nous devons être plus en sécurité maintenant qu'ils ont retrouvé le chien. » Une autre réponse, plus longue cette fois. Ce N n'était pas un ton effrayé ou suppliant. Était un ton résigné et épuisé, comme quelqu'un qui aurait eu une conversation 1000 fois auparavant. Chandler lui dit, « Je sais qu'il te manque, mais il fallait le faire. Il était trop tôt pour qu'il les conduise ici. Tu comprends? Je fais tout mon possible pour assurer ta sécurité et celle de ce que nous construisons, ensemble. » De nouveau, Marissa entendit une voix de femme et, cette fois, perçut quelques mots dans le courant d'air provenant de la fenêtre d'aération. « Maman ne va pas, dis donc, les devoirs. » Chandler lui dit, « Ta mère finira par comprendre. J'avais raison. École traditionnelle te freinait. Elle le verra quand tu auras terminé tes études avec des notes parfaites. Que tu entreras en faculté de médecine et que tu deviendras tout ce que tu peux être. On a une meilleure solution. » Marissa essaya de ne pas pleurer en mettant sa main sur sa bouche. « Salut, Adrienne. » Sa petite fille était là-bas, toujours vivante.
mais enfermée dans les pensées délirantes de cet homme. Les murs de pierre et la petite fenêtre indiquaient clairement qu'il s'agissait d'une cave transformée en pièces. Elle datait probablement de l'époque de la construction de la maison. Une prison parfaite, sans fenêtre ni isolation phonique, avec seulement une petite ouverture dans le mur, invisible depuis la route. Elle devait maintenant appeler à l'aide. Il y avait une preuve réelle. Sa fille était encore en vie. Marissa était toujours coincée sous la fenêtre du sous-sol lorsqu'elle sortit son téléphone. Sa main tremblait terriblement. Elle recula lentement, essayant de se dégager de la maison tout en gardant la porte de derrière visible. Le système de climatisation, silencieux et installé dans un coin de la maison, leur offrait une certaine protection. Elle s'appuya contre la surface métallique et appela le 911. Appelez le 911 et dites-leur ce qui ne va pas. Le cœur de Marissa battait fort et la voix calme du répartiteur lui parut étrange. Elle murmura « Ici, Marissa Ewing. Depuis 1 an, ma fille Adrienne est introuvable. Je la vois depuis le 4847 Rimrock Road. Tom Chandler, son professeur, l'a enfermée au sous-sol. Veuillez parler, madame. Dites-moi encore une fois, avez-vous dit que vous pouviez voir votre fille ?» Le répartiteur, dont le badge indiquait plus tard Bethany Cole, était déjà en train de taper pour prévenir les unités. « Elle est au sous-sol, oui. Je l'ai entendu lui parler et j'ai vu son sac à dos. C'est le 4847 Rimrock. Était un après-midi calme lorsque Marissa a déplacé son poids pour mieux faire ressortir le nom de la rue. Son pied a heurté quelque chose qui a craqué comme un coup de feu. Elle fut horrifiée en regardant la lampe solaire décorative brisée. Le boîtier en plastique était brisé et le sol était recouvert de verre. La porte arrière s'ouvrit brusquement. Elle heurta le mur si violemment qu'elle rebondit dessus. Chandler se tenait là, le visage déformé par la colère. Ses traits habituellement calmes étaient flous. Il cria « Je sais que tu es là !» et regarda autour de lui. « Marissa, tu m'as poursuivi. Vous ne me feriez pas confiance pour la chercher, n'est-ce pas ?» Elle a couru, son téléphone toujours à l'oreille. Elle s'est précipitée vers la lisière des arbres lorsqu'elle a entendu la voix pressante du répartiteur lui demander où elle était. Envoyez de l'aide immédiatement à Rimrock Road, 4847. Il est après, son pied s'est coincé dans une racine et elle est tombée lourdement. Le téléphone lui a échappé des mains. Elle s'est précipitée pour le récupérer. Mais Chandler l'a attrapée avant qu'elle ne puisse le faire. Il l'a jetée contre les murs de briques de la maison et a émis un cri de colère indescriptible. Le téléphone s'est brisé en 1000 morceaux. Il a crié « Tu ne comprends pas !» tandis que Marissa se levait et courait. « Tu n'as jamais vraiment su ce dont Adrienne avait besoin. Tu l'as poussée si fort et l'enseignement était si mauvais à l'école. Je la protège d'un monde qui n'apprécie pas les enfants intelligents comme elle. » Marissa est tombée à travers les épines, et les branches ont déchiré ses vêtements et sa peau. Derrière elle, elle l'entendait piétiner le sol avec ses nouvelles chaussures d'escalade. Sa voiture. Elle devait absolument rejoindre sa voiture. Elle était vraiment en train de mourir intérieurement. Sa voix se rapprochait. Elle était trop occupée par le travail et les examens pour vraiment comprendre ce qu'il disait. Je lui ai offert un accompagnement personnalisé, une véritable éducation et une chance d'atteindre son plein potentiel, ce qui était impossible. Quand Marissa vit la grange vide, elle accéléra, la vitesse lui brûlant les jambes. Sa Camryen était qu'à 15, 12 ou 9 mètres. Elle ouvrit brusquement la portière et sauta à l'intérieur, puis claqua les serrures juste au moment où Chandler arrivait à la voiture. Il a frappé la vitre avec ses mains. Elle veut vraiment être là. Elle se porte très bien. Tu vas tout détruire. Marissa tourna la clé pour démarrer et accéléra. Alors qu'elle s'éloignait de lui, des graviers jaillirent. Elle le vit courir vers sa Honda dans le rétroviseur. Alors qu'elle se dirigeait vers la route principale, elle fit tourner le volant et les pneus grincèrent. Ses pensées allaient aussi vite que sa voiture. L'information fut transmise à la répartitrice. Elle la répéta 2 fois, cette fois en écrivant Rimrock. Cela devait suffire. Ils allaient envoyer des unités. Ils le devaient. Elle accéléra et roula trop vite dans les virages de Rimrock Road.
Elle vit dans ses rétroviseurs la Honda argentée suivre M. Chandler. Elle roulait avec la même concentration effrayante dont il avait fait preuve dans la cour. Elle tourna brusquement à droite au carrefour de Cedar Lane, faisant crisser les pneus. Il continua sa route, se rapprochant. Alors qu'elle traversait un quartier résidentiel, elle brûla les panneaux stop en espérant qu'aucun enfant ne jouait dans la rue. Elle tourna à gauche sur Maple, à droite sur la 3e, puis encore à gauche sur Pine. Mais lui aussi connaissait ses routes, et il la suivit à chaque virage. Quand l'autoroute 95 s'est présentée devant elle, elle s'est mêlée à la circulation sans regarder, et les klaxons ont retenti tout autour d'elle. La Honda l'a suivie et a coupé la route à un pick-up pour rester à proximité. Elle a cependant fait mieux, car il y avait plus de circulation. Il s'est retrouvé coincé derrière un camping-car qui roulait lentement. Mais elle a réussi à se déplacer entre les voitures. Arrivée au coin de la rue Walmart, elle ne le voyait plus. Elle a garé sa voiture au fond du parking, entre deux gros camions, pour que les autres usagers de la route ne puissent pas la voir. Cela la rendait malade et tout son corps tremblait. Elle ne pouvait pas appeler à l'aide, faute de téléphone. Elle ne pouvait qu'attendre et espérer que Bethany Cole comprenne suffisamment pour envoyer de l'aide. 20 minutes plus tard, la Honda Accord argentée a été aperçue pour la première fois au 4847 Rimrock Road par l'agent James Wright du bureau du shérif du comté de Kootenai. 2 autres unités étaient déjà déployées. Arrivées quelques minutes plus tôt, elles avaient trouvé la maison vide. Lorsque la Honda est arrivée, elles étaient sur le point de cambrioler. Il était trop tard pour que M. Chandler voie les voitures de police. Alors qu'il tentait de reculer, l'unité de l'agent Wright l'en empêcha. En quelques secondes, la police le sortit de la voiture et le menotta. Son image d'enseignant calme était enfin brisée. Il a crié « Tu ne comprends pas ?» tandis qu'on lui expliquait ses droits. « Je dois l'aider. Je suis le seul à savoir ce qu'elle peut faire de ses études et de son avenir. » La police n'a pas prêté attention à ces diatribes lors de la fouille de la maison. Rien d'anormal au rez-de-chaussée, mais l'adjointe Sarah Martinez a remarqué quelque chose de étrange dans la salle du chauffe-eau, au sous-sol. Le chauffe-eau était poussé d'avant en arrière de manière étrange. Elle cria « J'ai une porte ici ». Elle était astucieusement dissimulée. Elle ressemblait au mur et possédait un système de verrouillage très complexe. Les clés que M. Chandler lui avait donné l'ouvrir, révélant un petit couloir menant à une autre porte. La serrure de celle-ci est en acier et peut être verrouillée de l'extérieur. L'agent Wright l'ouvrit avec précaution et prononça son nom. « Les gars, c'est la police. Nous voulons vous aider. » La pièce suivante était exactement ce que Marissa avait imaginé. Une étrange prison-classe construite à partir d'une cave à légumes. Adé Wing était assise à son bureau, un crayon à la main. Ses yeux étaient vides lorsqu'elle leva les yeux vers les policiers. Son visage était pâle, faute de soleil depuis 1 an. Vêtue de vêtements propres qui semblaient trop grands pour sa silhouette, elle était mince, mais pas squelettique. Elle tenait un carnet à la main rempli de écritures soignées. Elle a dit « Je dois finir ce devoir », d'une voix rauque à force de ne pas l'avoir fait depuis un moment. M. C. dit que je ne pourrai pas aller à l'université si je ne maintiens pas ma moyenne. Demain, j'ai un examen sur la mitose cellulaire. Quand l'agent Wright entra lentement dans la pièce, il dit « Adrian, mon chéri, tu es en sécurité maintenant. On l'a appris de ta mère. Tu t'en vas, où est la maison ?» Elle avait l'air perdue et presque effrayée. Mais je dois lire 3 chapitres et rédiger 2 rapports de laboratoire pour elle école. M. C. dit que je ne rattraperai jamais mon retard si je prends du retard. Les autres élèves ont déjà une longueur d'avance. L'adjointe Martinez a dû retenir ses larmes en voyant la jeune fille de 17 ans s'accrocher à son cahier comme à une bouée de sauvetage. Des mois de devoirs terminés y étaient donc visibles. Le travail d'une enfant qui voulait absolument quitter l'école en obtenant des notes parfaites, mais elle ignorait qu'aucune note ne suffirait jamais à l'homme qui lui avait volé sa vie. L'agent Wright promit « Nous veillerons à ce que votre travail soit en sécurité. » Il lui prit ensuite délicatement le carnet des mains. « Il faut que nous vous amenions à votre mère immédiatement. Cela fait longtemps qu'elle ne vous a pas vu.
Après avoir passé la nuit dans la cave à légumes, les lumières électriques de l'hôpital Kootenai semblaient trop vives. Adrian était allongé sur le lit d'examen, vêtu d'une blouse d'hôpital qui dissimulait sa minceur. Les infirmières lui ont fait une prise de sang et ont vérifié ses signes vitaux. Quelles étaient ses questions pour ses devoirs? Quelqu'un lui avait-il apporté des livres? Pourrait-elle avoir un crayon et du papier pour travailler sur ses problèmes de mathématiques? L'agent Marcus Holbrook était assis en face de Tobias Chandler dans une salle de réunion 3 étages plus bas. Le masque de calme du professeur de sciences S était enfin complètement effondré. Il était enchaîné à la table et sa chemise était froissée. Ses cheveux soigneusement coiffés gisaient maintenant à plat sur son visage. Chandler changea de ton et dit « Je veux m'expliquer. Certains ne comprendront pas, mais je dois dire la vérité à quelqu'un. » L'inspecteur Holbrook alluma son enregistreur. « Allez-y, monsieur Chandler, racontez-moi tout. » Chandler écarquilla les yeux au souvenir. « J'ai remarqué Adrian le jour où elle est entrée dans ma classe de biologie de première année, il y a 3 ans. Les autres enfants ne l'aimaient pas. On aurait dit qu'elle mourait d'envie d'être aimée et parfaite. Adrian était très attentif à tout, prenait des notes précises et restait toujours après les cours pour poser des questions. La plupart des enfants de son âge sont paresseux ou distraits. « Quand votre relation a-t-elle cessé de être bonne ?» demanda Holbrook. Mais il garda un ton calme malgré son dégoût. Chandler corrigea. « Je préfère penser que c'est à ce moment-là que j'ai découvert son véritable potentiel. Ses parents venaient de se séparer. Elle avait du mal à se sentir seule, et pas à la hauteur. Ses notes étaient de plus en plus basses, avec des notes moyennes de 2,2 dans la plupart des matières. Sa moyenne la rendait triste, et un jour, elle est venue me voir presque en larmes. Il s'est penché vers moi, comme si l'inspecteur comprenait ce qu'il voulait dire. J'ai pensé qu'il y avait un moyen de l'aider. Je lui ai parlé des notes pondérées et de la façon dont je pouvais m'assurer qu'elle obtienne le A dont elle avait besoin en lui donnant plus de travail et d'attention. Elle était tellement reconnaissante et désireuse de montrer qu'elle méritait cette aide supplémentaire. Holbrook lui a dit sans détour « Tu as utilisé ces notes comme un argument. » Chandler a rétorqué « Je leur ai donné une raison. » La discussion de la pause déjeuner a commencé normalement. Nous avons discuté de certaines choses dans la salle de préparation de sciences à son arrivée. Elle avait terriblement besoin d'approbation, et elle était si ouverte aux compliments. Elle s'est ouverte comme une fleur au soleil quand je lui ai dit qu'elle était unique et différente des autres. La mâchoire du détective s'est crispée. « Quand l'as-tu frappée pour la première fois ?» Le visage de Chandler s'est assombri. Ce N n'était pas une attaque, c'était ce lien. Alors que je parlais des parties musculaires pendant notre cours d'anatomie, j'ai posé ma main sur son épaule pour lui montrer. Elle ne s'écarta pas. Au contraire, elle se pencha vers le contact. À partir de ce moment, les lignes devinrent moins nettes. Une main dans son dos pendant qu'ils examinaient son travail, assis plus près que nécessaire, et une grosse accolade quand elle n'avait que des A. « Et l'enlèvement ?» demanda Chandler, la voix tendue. « Ça n'a jamais été prévu. Mais lors d'une de nos rencontres fin juin, Adrienne m'a confié que sa mère envisageait de trouver un emploi à Spokane. Après sa première année, il déménagerait. Ce N n'était pas prévu. Elle semblait presque parfaite et atteindrait tous nos objectifs. Si elle déménageait, elle perdrait pied et serait placée dans des classes avec de mauvais professeurs qui ne comprendraient pas ses besoins. » Il parlait de ses projets avec une fierté inconfortable. Il travailla pendant 3 mois à la cave à légumes de sa grand-mère, insonorisant les murs et installant un système de ventilation qui permettrait à l'air de circuler sans laisser échapper le bruit. Il a également acheté des toilettes chimiques suffisamment petites pour éviter tout soupçon, un mini-réfrigérateur et un micro-ondes pour les besoins de base, et des fournitures scolaires pour qu'elle puisse continuer à étudier. Il a poursuivi. J'ai dit aux voisins que je rénovais le sous-sol pour pouvoir le louer comme studio. Ils n'ont pas posé de questions. Pourquoi l'auraient-ils fait? J était un professeur réputé qui rénovait une maison familiale. Holbrook m'a demandé comment S était passé sa disparition. Je connaissais toutes ses habitudes. Promener le chien sur le sentier du centenaire tous les samedis matins, même trajet, même heure à chaque fois.
Je l'ai rattrapé près du pont, là où le sentier est isolé. Le chloroforme provenait de vieux matériel de chimie que l'école était censée jeter depuis longtemps. Elle n'était pas blessée. Elle se sentait en sécurité dans sa nouvelle classe à son réveil. Et le chien? Un détour obligatoire. Cet endroit dans la brousse était sur ma liste depuis des semaines. Il serait suffisamment loin pour que personne ne le trouve tout de suite, mais quelqu'un finirait par le trouver. Cela m'éviterait de devoir chercher ailleurs que chez moi. Je revenais sans cesse pour le nourrir et le maintenir en vie. Si le chien était mort, les recherches seraient terminées. Elles dureraient plus longtemps avec un chien vivant. Elle gardait espoir tout en détournant les ressources de la vérité. Au deuxième étage, avec le docteur Patricia Vance et Adrienne, une pièce calme était censée être moins stérile que le reste de l'hôpital. Marissa écoutait sa fille lire à travers une vitre sans teint, les larmes aux yeux. Adrienne dit, les yeux rivés sur ses mains, « Monsieur C. nous a tout raconté le premier jour. Il m'expliqua que maman était contente que je sois parti, car elle pouvait sortir avec des garçons sans craindre de donner le mauvais exemple et économiser de l'argent au lieu de payer ses études. Il me montra un reportage sur son téléphone concernant des ados fugués et me dit que C était comme ça qu'on me classait. Pas perdu, juste une autre ado fuguée. Qu'avez-vous ressenti à ce sujet ? Demanda doucement le docteur Vance. D'abord écouté, puis reconnaissant. M.C. m'a dit qu'il était la seule personne qui se souciait vraiment de mon travail et de mon avenir. Il était prêt à tout pour m'accorder une attention particulière et m'aider à me préparer pour l'université sans les distractions et les mauvais cours qui accompagnent l'école normale. Elle parlait de sa routine quotidienne d'une manière étrangement normale. Il se levait à 6 heures du matin. Il apportait des céréales ou des toasts au petit déjeuner, faisait des maths de 7 à 21 heures et des sciences jusqu'au déjeuner. L'après-midi, il étudiait l'histoire et l'anglais, et le soir, il révisait pour les examens et rédigeait ses dissertations. Si quelque chose n'était pas parfait, il me faisait des commentaires détaillés et des compliments. Sinon, il était déçu. Adrian a ajouté qu'il me récompensait pour mes bons résultats en m'offrant un bracelet rose quand j'avais eu que des A pendant 1 mois, de nouveaux livres quand je me surpassais, un plus large choix d'aliments pour des notes parfaites aux examens, et du temps des écrans sur son ordinateur portable pour mes excellents écrits. Tout cela en me regardant. Bien sûr. As-tu déjà essayé de partir ? A demandé le docteur Vance. Adrian ne semblait pas comprendre la question. Où aller ? J'y étais en fuite. Maman ne voulait pas que je revienne. L'école me manquait beaucoup. Je ne rattraperais jamais mon retard. Monsieur C. me préparait à réussir. Dehors, elle fit un vague signe. J'allais encore échouer. Le docteur Elena Morrison, spécialiste des traumatismes, a dit à Marissa qu'Adrian souffrait d'un syndrome de Stockholm grave. Elle n'a eu aucun contact humain depuis 1 an et n'a eu que son ravisseur pour seule compagnie. Sa manipulation psychologique a complètement changé sa vision du monde. Elle pense vraiment qu'il la protégeait parce qu'elle avait peur d'être rejetée. Adrian regarda Marissa avec des yeux à la fois trop jeunes et trop vieux pour son âge, lorsqu'ils la laissèrent enfin entrer. « Maman ?» On aurait dit qu'elle n'était pas sûre que ce soit vrai, car sa voix tremblait. « Oh, ma puce !» Elle sanglotait et serrait sa fille dans ses bras. Je regardais tout le temps. Pas pour aujourd'hui. Je t'aime, vraiment. Au début, Adrian était raide dans ses bras, mais petit à petit, comme de la glace fondante, elle a commencé à se détendre. Il lui a dit « Tu étais contente que je sois trop pénible et trop chère. » Marissa a crié « Jamais, tu fais tourner mon monde. J'ai tout fait pour te retrouver et te ramener à la maison. » L'inspecteur Holbrook entra discrètement et salua le docteur Vance d'un signe de tête. Il dit d'une voix douce « Nous avons tout trouvé. Le bracelet rose, le travail terminé et les devoirs qu'elle avait rédigés pour expliquer pourquoi elle allait étudier seule pendant 1 an. Il y avait beaucoup de supercheries. Adrian S. éloigna un peu de sa mère, qui parut un peu inquiète. « Je fais mon travail. Les as-tu conservés ? C'est beaucoup de travail. J'en ai besoin pour mes archives. » Elle devint de plus en plus effrayée et sa voix se fit plus basse. « Même si j'ai manqué 1 année d'école, est-ce que j'entrerai quand même à l'université ? Monsieur C. »
Les gens qui font, elles, école à la maison disent que les cours sont meilleurs. Mais et si les écoles ne les acceptent pas? Et si je rendais les choses encore pires? Marissa serra sa fille plus fort, sentant ses os fragilisés sous ses mains. Elle savait que la sauver physiquement était que le début. La fille dans ses bras pensait qu'avoir de bonnes notes démontrait sa valeur, que l'amour dépendait de la réussite scolaire, et qu'une année d'enfermement valait mieux que le risque d'avoir de mauvais résultats scolaires. Il faudrait bien plus de temps pour se remettre de ça que de être enfermé. On verra bien ensemble, dit Marissa à voix basse en caressant les longs cheveux d'Adriane. Ce dont tu as besoin, aussi longtemps qu'il le faudra. Maintenant, tu es en sécurité, c'est le plus important. Cependant, elle sentait la tension de sa fille tandis qu'elle parlait. Elle craignait que la sécurité ne soit pas suffisante sans la moyenne parfaite qui était devenue toute son identité dans cette prison souterraine.